Mais qu'est-ce que ça vous prend comme pro? Un décorateur ou un designer, c'était tout simplement un artiste. Québec, ça a été un petit peu plus long avant que la profession soit reconnue. En fait, elle est toujours pas reconnue, mais Toi, tu nous fais ça, un voyage dans le temps? le décorateur, il travaille l'esthétique. C'est un gros tabou au Québec. Ils vont vraiment neutraliser les lieux. Sur un chantier, l'architecte, c'est un maître d'œuvre. On marche tout le temps sur des Oui. Tout le monde peut s'appeler Oui. designer. On a un squitch, on a plus de fun à faire notre métier. Ah oui. Il va apaiser peut-être les souffrances de madame pendant Un petit peu plus longtemps. Notre métier tourne autour de l'individu. Oui. Contactez-nous. Chez Soi avec nous, c'est quoi? C'est 2 femmes, 2 designers. 2 mamans, 2 entrepreneurs, 2 passionnés de design avec beaucoup trop d'idées. Qui invitent autour de leur table des invités qui œuvrent de près ou de loin à la rénovation ou à la construction d'une maison. Chez Soi avec nous, c'est l'origine de ta maison, mais ça veut aussi vous faire découvrir notre univers tout en organisant et en planifiant mieux votre projet. Bon podcast! Bonjour tout le monde, aujourd'hui au podcast Chez Soi avec nous, on parle du bon intervenant pour votre projet. On démystifie en fait le décorateur, du designer, de l'architecte et du technologue en architecture parce que les 4 peuvent cohabiter ensemble, mais souvent, un peut faire également le travail et on veut vous démystifier le tout pour que vous sachiez quel intervenant est le bon pour vous. Stéphanie? Donc aujourd'hui, en fait, on va faire un retour sur l'histoire pour savoir en fait en quoi tous ces métiers-là, entre autres celui de décorateur et designer et architecte, se sont imbriqués un jour ensemble pour mieux se diviser. Ensuite, on va vraiment clairement énoncer la différence entre un décorateur, un architecte, un technicien en architecture et un designer d'intérieur. Pour arriver à une conclusion, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que ça vous prend comme pro? Qui ça vous prend? Donc, pour faire un petit retour sur l'histoire, c'est qu'en fait, il y a toujours une ambivalence entre le métier de décorateur et le métier de designer, probablement parce que ce ne sont pas des professions qui sont reconnues. Les architectes, eux, sont reconnus, il y a un ordre. Techniciens en architecture font également partie d'un ordre, ce qui n'est pas le cas des décorateurs et des designers. Mais ça, il faut retourner à l'Antiquité pour comprendre que avant, un décorateur ou un designer, c'était tout simplement un artiste. Oui. Par la suite, à la Renaissance, ce sont devenus des artistes décorateurs. Oui. Parce que là, les artistes devaient non seulement s'occuper des sculptures, devaient s'occuper également des peintures, devaient également s'occuper des tapis pour les décors à la Renaissance. Donc, c'était vraiment un tout là qui décrivait en fait cette profession-là d'artiste, décorateur. Au 19e siècle, c'était vraiment plus le décorateur qui faisait son entrée avec l'apparition des maisons bourgeoises. Oui, parce que avant c'était tout en campagne. Exact. Là, les maisons bourgeoises en Europe, parce que là, on parle surtout d'Europe, c'est que, je sais pas si tu te souviens des films plus de Renaissance, etc. Oui. Mais là, on a vraiment des intérieurs où les rideaux cohabitent avec la literie, où les coussins, le tapis, tout est soigneusement choisi. C'est une tapisserie, oui. Exactement. En Europe, d'ailleurs, les tapisseries, en fait, servaient à isoler les maisons et elles faisaient partie intégrante du décor. Oui. Donc, ça, ce sont les décorateurs du 19e siècle. Par la suite, au 20e siècle, on a eu les décorateurs ensembliers ou encore architectes d'intérieur. Donc, ça, c'est un métier qui s'est spécialisé avec le métier, en fait, s'est spécialisé parce qu'il y a eu une demande plus accrue au niveau des commerces, des bureaux, mais aussi des résidences. Donc là, on voyait des marques telles que l'abbé d'Hudson qui faisait son apparition et qui en fait recrutait des designers d'Europe pour venir dessiner leur boutique, créer en fait la marque. Donc on s'est retrouvé avec un l'abbé d'Hudson qui proposait des services de design d'intérieur, en fait, de clés en main. Décoration. Et des produits de décoration. Donc, autour des années 1960, le designer d'intérieur né au Québec et aux États-Unis. Pas au Québec, au Canada et aux États-Unis. Parce que au Québec, ça a été un petit peu plus long avant que la profession soit reconnue. En fait, elle est toujours pas reconnue, mais que le métier, en fait, soit de plus en plus en demande. Un peu plus. Oui, exact. Qu'on voit qu'il y a une certaine spécialisation qui s'opère. En fait, l'expertise québécoise, elle s'est construite à travers l'école du meuble à Montréal en 1935. Mais ça restait un métier d'ébénisterie. Là, on apprenait, dans le fond, à concevoir des meubles.
on n'était pas encore dans le design Non. où là, on crée autour de l'individu. Donc, au Québec, le mouvement là, de l'urbanisation, en fait, que les gens partent des campagnes pour aller vers la ville, a comme donné ce besoin d'investir ou de travailler son environnement intérieur. Ouais. Exactement. Donc, tout à l'heure, je le parlais, c'est vraiment à travers les boutiques, à travers les bureaux, donc l'urbanisation, que on a fait venir des grands noms des designers européens. Mais de plus en plus, on a senti ce mouvement se déplacer vers les résidences. Et c'est là où, dans le fond, on sait plus trop qui est le décorateur, qui est le designer, quel architecte de plus. Oui. Fait que là, c'est important, en fait, d'être capable là, de séparer différencier tout ça parce qu'on n'offre pas les mêmes services. Non. Puis que chacun a sa place, en fait, dans un projet de rénovation. Mais il faut bien comprendre avec qui on doit faire affaire pour pas avoir nécessairement des intervenants qui ne font qu'être médiateurs ou intermédiaires, en fait, à travers le projet. Mm-hmm. Je trouve ça super. T'es très, très bonne dans l'histoire de l'art, là, on va te le donner. Merci, Amélie. Je dois te confier que ce résumé est celui de Jean Terrien, qui est professeur à l'Université de Montréal en design d'intérieur. Donc, je me suis grandement inspirée d'une entrevue qu'il a donnée au Devoir et je trouve que c'est très révélateur, en fait, de l'histoire de la profession. Puis dans ça, tu as oublié de mentionner aussi qu'avant, les maisons, c'était beaucoup séparé. Fait que, tu sais, il y avait des cloisons. Puis avec le temps, ça a commencé à se décloisonner. Puis c'est ça aussi qui a apporté les designers en soi. Mm-hmm. Et les architectes, mais en soi, les designers ont pris une place importante parce qu'on décloisonnait l'espace, on repensait l'espace versus seulement remettre au goût du jour. À vrai dire, c'est Le Corbusier, en fait, qui a été l'élément déclencheur de cette espèce de rivalité, on peut-tu dire ça, je pense, entre le métier d'architecte et celui de designer d'intérieur, parce que là, la structure intérieure était réfléchie différemment, mais l'architecte, lui, s'occupe de la structure en général, de la structure complète du bâtiment. Donc là, c'est comme si on entrait dans les plates-bandes de l'architecte et on n'a pas nécessairement les études. Non, c'est les mêmes études qu'eux, là. Exactement, les mêmes études. Donc, on va commencer avec le décorateur. Mais c'est le plus simple, je crois, parce que le terme le dit bien, ça décore. Oui, puis on l'a vu à travers l'histoire aussi. Oui, c'est que ça a commencé c'est la première avec eux. Oui. Donc, la décoration, en fait, ça va être dans le mobilier. Mais le mobilier déplaçable, ça va être dans la couleur, la peinture, un tableau qu'on voudrait ajouter, des vases. Donc, c'est vraiment d'agrémenter l'intérieur de votre maison pour que ça vous colle à votre peau, à vous, mais sans toucher nécessairement le bâti ou repenser l'espace en général. En fait, le décorateur, il travaille l'esthétique. Exact. Selon les goûts. C'est ça. Donc, si vous désirez changer votre comptoir, vous appelez un décorateur. Si vous désirez faire un habillage de fenêtre ou une literie, on appelle un décorateur. Exact. Tout à l'heure, tu parlais de mobilier. C'est du mobilier préfabriqué. Exact. Donc, il peut vous aider à faire le choix, mettons, de votre canapé dans votre salon. Une table de salle à dîner, un buffet. Choisir les chaises. Repenser votre salle à manger avec du mobilier et non dire, bon, on vient faire un meuble sur mesure, on vient intégrer Là, ça va être un autre corps de métier, mais repenser l'espace avec du mobilier préfabriqué de magasin, ça, c'est le décorateur. Ça peut aider aussi au niveau des choix des luminaires. Oui. Donc, tout ce qui s'achète, en fait, en magasin peut être amené par le décorateur. L'architecte... Autre chose. Les décorateurs, là, ils se sont spécialisés dans les années 2010 en homestaging. Oui. On l'entendait beaucoup. Oui. Exact. Ça, c'est eux. Homestaging aussi, c'est des décorateurs. Donc, si les gens décident de vendre leur maison et qu'ils n'y arrivent pas, ben c'est peut-être le temps d'engager un décorateur pour faire un homestaging, c'est-à-dire que ils vont vraiment neutraliser les lieux. Exact. Tantôt, on disait personnaliser. Là, c'est de neutraliser pour que le plus de monde possible se sente intégré à l'espace. Exact. Donc, quand on dit neutraliser, c'est pas exterminer l'intérieur,
c'est vraiment plus faire un gros ménage pour que les gens se sentent interpellés, comme tu dis. Donc, des fois, c'est d'entrer dans le jeu des tendances. Donc, le petit tableau avec des plantes rajoutées dans un espace, etc. Ça, c'est vraiment la spécialité du décorateur. Homestaging, je vais juste en donner un point aussi, c'est beaucoup aussi d'épurer. Fait que, surtout homestaging, tu sais, décoration, on peut mettre du stock, donner vraiment une histoire à la maison. Le homestaging va être plus d'épurer l'espace pour que le prochain occupant, quand il rentre dans la maison pour l'acheter ou tu sais, qui est en magasinage, il s'y retrouve. Il n'y a pas de photo de famille en ce moment avec l'enfant qui tire la langue ou tu sais. Il n'y a pas de jeu des enfants. Il n'y n'y a pas de jeu. enfants. C'est très, très épuré pour permettre aux gens de bien comprendre l'espace et non voir des gens occuper déjà cet espace-là. Exact. La petite différence de décorateur et homestaging. Les architectes, oui. En fait, tout d'abord, ils ont une éducation qui est complètement différente. Ouais. Quand je dis des éducations, c'est vraiment que eux ont un baccalauréat et une maîtrise. Donc, c'est 5 ans, en fait, d'études supérieures pour, dans le fond, être capable de concevoir. C'est des concepteurs, en fait. Ils conceptualisent un espace, mais ils le pensent pas juste en fonction de l'habitat à créer. Non. Ils le conçoivent en fonction d'une urbanité aussi. Donc, ils vont le travailler en fonction des maisons qui sont de part et d'autre. Oui, souvent même, on le voit dans leurs plans là, de présentation qu'ils vont remettre à la ville également. On va voir les maisons aux à côté pour voir que ça se marie bien avec la ruralité de la rue là, où la maison va être positionnée. Parce que des fois, les architectes vont pouvoir vraiment retravailler une maison complète, avec une vieille maison qui pourrait être rénovée, mais que, juste qu'il y a des fondations un peu bancales, ils vont peut-être décider de tout raser et refaire une nouvelle propriété. Mais ça, à ce moment-là, il y a un travail à faire pour que la ruralité l'accepte, que l'urbanisme accepte que ça fonctionne bien avec le reste aussi, là. Puis ça, des fois, on voit quand les gens ne travaillent pas vraiment avec des architectes. J'ai vu, moi, des maisons énormes à côté de toutes petites maisons à côté. Ça brise un peu le décor de la rue. Parce que, en fait, il faut savoir que il y a certains types de projets qui sont réservés aux architectes, mais ce ne sont pas tous les projets. Donc, les projets de 350 mètres carrés et moins peuvent être faits par designers ou techniciens en architecture. Au-delà de 350 mètres carrés, ou encore si on change... des 6 logements aussi. Oui, c'est ça. Les multi-logements, ce sont des projets qui sont réservés aux architectes. Si on a également un changement de... d'occupant? Non, pas d'occupant, juste parce qu'on va en faire. Ça y est. En fait, un changement de vocation. Oui. Donc, admettons, on a un espace qui est résidentiel, on veut le changer pour en faire un espace commercial. C'est réservé, encore une fois, à l'architecte. Donc, il y a certains types de projets qui vont devoir passer sous le sceau d'un architecte, mais ce ne sont pas tous les projets. On a parlé du technicien en architecture. Rapidement. Le technicien en architecture, lui, c'est un technologue. Il fait partie de l'ordre des technologues. Et puis, lui, il est spécialisé dans une science qui est appliquée. Donc, ce sont les 2 U, la gestion de plans. Donc, on travaille beaucoup les plans, c'est très technique. La structure. Oui. Comment ça va se tenir. Exactement. Par contre, je travaille avec une technicienne qui s'occupe aussi du côté esthétique extérieur. Oui, mais il y en a beaucoup. Exact. Mais là, rendu là, c'est la personne en soi, tu sais. Si elle a une tendance vers le design et le technique, oui, elle peut se concrétiser en technologue en architecture, designer d'intérieur. Elle peut être architecte et designer, tu sais, ça va être des termes qui vont être propres à chaque personne également. Moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, de travailler en collaboration avec des techniciens en architecture, c'est qu'ils s'occupent aussi de valider tous les plans en vue de l'obtention d'un permis à la ville. Donc, eux peuvent fournir des coupes de murs. Ils peuvent valider, en fait, si jamais vous faites un bigénération ou si vous voulez aménager un logement dans votre sous-sol, ils vont s'organiser pour que ce soit sécuritaire, les normes incendie. Donc, encore une fois, les coupes de murs qui sont spécifiques, en fait, à ce type de projet-là pour s'assurer que s'il y a un incendie, que ça se propage moins rapidement que si c'était juste un bungalow. Donc, moi, j'aime beaucoup travailler avec les techniciens en architecture parce qu'en même temps, ça nous permet
de valider des compétences qu'on n'a pas nécessairement. Non, c'est ça, exact. Puis on le sait qu'on les a pas à 100%. Tu sais, on n'a pas fait autant d'études qu'eux à ce sujet-là. Fait que c'est bien de créer une complémentarité entre nos deux professions. Exact, nos deux métiers. Ce qui est bien aussi avec les techniciens en architecture, c'est qu'ils peuvent nous accompagner sur l'esthétique extérieure. Oui. Parce que je veux dire, nous, on a un regard qui est très centré sur l'individu, mais le fait d'avoir un œil justement extérieur pour travailler l'extérieur, mais je trouve que c'est un bel ajout, en fait. Oui. C'est une valeur ajoutée au projet, des fois d'interagir avec deux intervenants différents. Je trouve que ça peut emmener amène un beau projet aussi. Ça peut emmener des beaux projets. Exact. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de bureaux d'architectes qui vont avoir la plupart de toutes les professions qu'on est en train de nommer dans le même cabinet. Tout à fait. Pour pouvoir aller chercher toutes ces forces-là dans un seul. Exact. Parce que, je veux dire, l'architecte, lui, il n'a pas nécessairement travaillé le design d'intérieur au courant de ses années d'études. Il va avoir travaillé l'éclairage, il va avoir travaillé l'urbanisme, il va avoir travaillé la structure. Les standards. Exact. Ouais. Mais sur un chantier, l'architecte, c'est un maître d'œuvre et il a une équipe avec lui qui travaille le reste. Donc, ils ont des ingénieurs en structure. Ils ont probablement des techniciens en architecture également. Donc, c'est pas vrai que l'architecte, en fait, fait tout de A à Z. On marche tout le temps sur des... Oui, vous allez sentir, hein, c'est ça, c'est un sujet tabou. On a décidé avec le podcast, c'est ça avec nous, de pas avoir de tabou, mais c'est un gros tabou au Québec. Parce qu'il y a eu une friction, en fait, entre les designers et les architectes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, comme en Europe, les designers s'appellent architectes d'intérieur. Mais ici, au Québec, on n'a pas le droit de se nommer comme des architectes d'intérieur. Donc, ce sont des designers d'intérieur parce que les architectes ont décidé de réserver le nom de leur profession à leur connaissance. Puis, tu sais, on marche encore sur des œufs, mais c'est sûr que le fait qu'on n'a pas ce terme-là est plus dur à expliquer notre travail pour le travail qu'on va faire à l'intérieur d'une maison parce soit c'est beaucoup mélangé tout le temps avec le décorateur, dans notre cas. Designer, décorateur. Les gens vont nous appeler, puis là, c'est comme « Bonjour, j'ai besoin de changer ma maison. Êtes-vous décoratrice? » Mais vous voulez quoi comme changement de maison? « Ah, ben j'ai des murs à abolir. »« Ah, OK, vous êtes à la bonne personne. » Mais des fois, ils ont le terme décoratrice parce que pour eux, designer, c'est pas encore clair dans le domaine. Mais c'est parce que tout le monde peut s'appeler designer. C'est là où c'est un peu, des fois, irritant. Puis des fois, c'est comme, faut le prendre comme ça vient. C'est ça, faut le prendre comme ça vient. Moi, je sais que j'ai des connaissances qui diffèrent des connaissances d'un décorateur. Ouais. Quand un client me dit « Ah, j'ai référé ma décoratrice préférée. » On a un petit... Oui, on a un squitch, mais en même temps, on se sent comme privilégié d'être référé. Fait que moi, je fais juste leur rappeler que je suis pas décoratrice, que je suis designer d'intérieur. Puis que dans le fond, les décoratrices vont choisir plus tout ce qui est en lien avec l'esthétique, et que moi, je m'occupe de tout ce qui est en lien avec l'individu et son confort. Oui. Sauf que là, on est rendu vraiment à terme designer d'intérieur, mais tu sais, quand on débute, on prend de tout. Fait que c'est sûr qu'on en a fait de la décoration, on en a fait des projets, tu sais, pour pouvoir se faire un nom, veut pas, là, tu sais, les gens qui vont changer la peinture de leur mur, ben dans 2-3 ans, ils vont peut-être avoir leur cuisine à faire. Et c'est ça qui est le fun aussi de nos clients, c'est que c'est des clients qu'on répète, nous, dans notre cas. Puis c'est ça aussi qui fait que peut-être les clients sont mélangés un peu par décorateurs et designers. Parce qu'on fait les deux, mais c'est sûr qu'on a une tangente beaucoup plus rapprochée à repenser l'espace avec une abolition de mur, avec utiliser des meubles qui vont faire 3-4 rangements différents pour optimiser l'espace. Là, on va se le dire, on a plus de fun à faire notre métier qu'à faire un autre métier. C'est ça. On a les compétences pour le faire. Être décoratrice, mais c'est pas pour ça qu'on a plus de plaisir. Non, c'est ça. Sauf qu'un projet de designer complet, clé en main, il va en avoir de la décoration. Exactement. C'est différent quand tu penses à un projet dans sa globalité. Exact. Que quand tu changes un élément parce que les clients sont plus capables. Non. Il y a une grosse différence parce que dans le fond, tu peux changer la couleur des murs de ton client parce que là, il en peut plus de son rouge puis qu'il se lève puis il est toujours agressif. Mais tu le sais qu'à long terme, c'est pas ça qui tape sur les nerfs tant que ça. C'est ça. Exact. C'est complet que ça. Mais oui, tu peux lui choisir une couleur de mur, mais moi, j'aime mieux référer une décoratrice
qui va pouvoir, à la limite, changer l'habillage de fenêtre, qui va pouvoir, à la limite, changer quelques objets de décoration, puis qui va faire en sorte que, dans le fond, il va apaiser peut-être les souffrances de madame pendant un petit peu plus longtemps. Un petit peu plus longtemps, pendant une période de temps un petit peu plus longtemps. Exact. Mais là, si on définit notre profession à nous comme designer d'intérieur. Ça va être dans un autre épisode. Je pensais qu'on faisait ça aussi. OK, on va faire ça aujourd'hui, mais on va le décortiquer vraiment plus parce que ça semble simple. Ça. On se dit, bon, on est designer d'intérieur. Mais il y a vraiment beaucoup d'étapes quand même. OK, mais ça, c'est pour un autre épisode. Bon, parfait. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux parler? Mais en fait, c'est plus que le designer d'intérieur, il s'occupe de l'optimisation des espaces. Oui, comme je mentionnais. En fait, c'est vraiment plus tout ce qui a trait à l'individu. À l'humain, oui. Exact. Donc, le designer, il doit avoir un niveau de conscience assez élevé sur l'effet sociétal. Oui. Admettons-le avant. Madame cuisinait toute seule dans sa cuisine. Ben oui. Parce que c'était comme ça, c'était les mœurs, puis c'est comme ça que la vie se menait. Donc, madame faisait à manger pendant que monsieur travaillait, monsieur arrivait de la maison, madame avait fait à manger. Oui, il était sur la table. Ça, c'était des faits sociétals que les gens vivaient. Maintenant, c'est complètement différent. Les gens, ils veulent se parler, madame travaille, ils veulent cuisiner ensemble. Donc, on n'a plus du tout la même réflexion autour de la pièce. C'est pour ça aussi que les designers sont aussi demandés en ce moment. Parce qu'on veut repenser les espaces pour que les gens puissent partager ensemble la préparation du repas. Parce que notre métier tourne autour de l'individu. Oui. Et là, de l'individu et de ses façons de vie. C'est ça, de ses habitudes de vie. Oui. Donc là, il faut être au fait de leurs habitudes de vie. Il faut être au fait aussi des tendances qui se déploient. Oui. Comme là, on a eu justement le monsieur et madame qui travaillaient. Là, de plus en plus, madame travaille, mais plus à temps partiel. Ou à la maison. Travaille à la maison. Donc, il va falloir encore là, qu'on module notre façon de réfléchir l'habitation. Et juste COVID parlant, là, on va en parler un peu au travers du podcast parce qu'on l'a vécu pendant 2 ans, mais ça a changé beaucoup de choses dans une maison. Il a fallu intégrer des fois 2, 3, 4 bureaux dans des espaces qui n'étaient pas prévus pour ça parce que normalement, tu partais. Exact. Fait que ça aussi, ça vient changer l'habitude de vie du client. Exact. Mais c'est ça qui fait en sorte que notre métier il est si complexe. Oui. Puis qu'on comprend pas pourquoi il est pas reconnu comme une profession. En effet. Parce que il faut tellement être capable de jauger les personnes qu'on a en face de nous, être capable de leur poser les bonnes questions pour leur amener le bon produit, la bonne proposition. Oui. C'est un travail qui demande quand même une certaine... une certaine réflexion. Oui, puis certaines études, là. C'est sûr que dans notre cas, je pense que c'est beaucoup en expérience qu'on va le vivre. Tu sais, au fur et à mesure que tu avances, puis c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a des designers juniors, moyennes, je sais pas c'est quoi le terme moyen, mais intermédiaires. Intermédiaires ou seniors, parce qu'il y a de l'expérience qui se crée aussi avec ça. Ton premier client, je t'avais pas dit ça. OK, bon, la prochaine fois, je sais que la question, ça va être ça. Quand on l'a déjà dit, mais quand on devient nous-mêmes, tu sais, maman à la maison, la routine change, on connaît un peu plus les habitudes de vie de nos clients qui, eux, ont des familles. Exact. La réflexion va être différente également. Exact. Ça, c'est encore le but de notre podcast. Oui, c'est ça. C'est de guider les gens à travers leurs projets. Exact. Évidemment, on met toujours un petit peu de nous, de nos expériences de vie, mais pour mener un projet de A à Z en pleine conscience. Il faut se mettre dans la peau du client. Exactement. Et c'est vraiment ça, une designer, je crois, c'est de se mettre dans la peau du client. Autant dans la partie création d'espace que dans la partie gestion du budget, que dans la partie gestion de chantier. Exact. Tu sais, on l'a dit tout à l'heure, là, il y a eu une certaine friction entre les architectes et les designers. Depuis quelques années, là, on voit une ouverture à travailler plus en partenariat. En collaboration. On voit, comme tu disais, des bureaux d'architectes qui engagent des designers. Parce que là, j'ai l'impression que les gens ont réalisé la valeur ajoutée à un projet. Oui. Quand plusieurs corps de métier, en fait, là, travaillent les uns avec les autres sur un même projet. Ça crée un projet qui est vraiment réfléchi de A à Z, donc pas juste de l'extérieur, pas juste de l'intérieur, c'est vraiment un tout. Et ça vient chercher aussi l'humain au complet. Exact, tout à fait. Dans cet épisode, Amélie, là,
Hey, on en a fait du chemin. On a parcouru de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Toi, tu nous fais ça, un voyage dans le temps? Puis j'espère qu'on vous a aidé, Oui. en fait, là, à comprendre. Démystifier un peu ces quatre professions-là. À comprendre, en fait, quel professionnel ça vous prend pour faire votre projet. Et surtout, de travailler, en fait, d'être ouvert à travailler avec plusieurs intervenants. Exact. Mais de choisir les bons. Oui. Puis si, vous êt encore mêlés, appelez-nous. Oui, c'est ça. La morale de cette histoire, c'est que si vous ne savez pas qui appeler, contactez-nous. C'est un très beau mot de la fin. Sur ce, suivez-nous sur Instagram, sur Facebook, sur Atelier Origine. Atelier.origine? Ouais. C'est très bonne, toi, pour le dire. Moi, je le dis un peu moins souvent. Atelier.origine pour Instagram, Facebook, vous marquez Atelier Origine. On a le site web également au www.atelierorigine.com. Le courriel info@commercial-atelierorigine.com et également Spotify, allez faire les étoiles et fais donc l'échange. Ouais, c'est ça. On fait le pouce. Comme Amélie. Faites le pouce. Faites le pouce pour nous suivre et avoir toujours des nouvelles de nous. Merci. Salut. À la prochaine. Hey, tu aimes ce que tu entends depuis le début de ce podcast? Tu aimerais nous ramener chez toi? Mais on peut pas! Par contre, on t'a créé le document qui regroupe toutes les étapes pour réfléchir ton concept. Comme si on était avec toi, chez toi. Oh, on a piqué ta curiosité. Rends-toi sur notre site atelierorigine.com dans l'onglet boutique. Tu cliques. Oui, je le veux! Bon succès dans tes rénaux!